Bonjour à tous, merci d'être venus à mon talk. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de web performance, du front. J'espère que vous êtes prêts. Bon, vous allez voir, hein, j'ai fait de très peu de refs à Star Wars. Je connais pas vraiment le sujet, enfin le sujet de Star Wars, hein, les web performance. Je commence à connaître un peu. Et ben, c'est parti. Donc la première question à laquelle on peut se poser, c'est du coup, c'est quoi la web performance? Donc une définition que j'aime bien donner, c'est que en gros, c'est tout ce qui va concerner donc l'optimisation des performances web, donc sur les applis que vous allez développer. Donc ça va principalement toucher le front-end. Le back-end est très peu impacté par ce qu'englobent les web performances. Donc ces optimisations, elles vont avoir trois principaux impacts. Donc le premier, ça sera le temps de chargement. Forcément, plus votre page sera chargée rapidement, mieux ça sera pour l'utilisateur. Le temps d'affichage ou le temps de rendu. Parce qu'une fois que vos ressources sont chargées, il faut aussi qu'elles s'affichent. Et ça peut être plus ou moins long. Et ça a un impact aussi sur l'interactivité. Est-ce que votre page est fluide ou non? Est-ce qu'elle est agréable à utiliser? Donc pourquoi ces performances sont-elles si importantes? Premièrement, elles sont importantes donc pour avoir une expérience utilisateur améliorée. Forcément, si votre utilisateur prend plaisir à utiliser votre application, il aura plus tendance à revenir dessus. Voilà. La deuxième chose, c'est que ça va avoir un gros impact sur le SEO. Donc Google, ils certifient que depuis 2010, ils prennent en compte les web performances pour le ranking des pages web sur leur moteur de recherche. Ça va aussi avoir un impact sur la réduction des coûts. Forcément, si vous faites moins de requêtes, si vos ressources sont moins lourdes, eh ben, ça va réduire les coûts de votre infrastructure. Et donc la dernière chose importante, ça va être sur le taux de conversion. Donc le taux de conversion, qu'est-ce que c'est? En gros, ça va représenter le pourcentage des utilisateurs qui vont réaliser l'action que vous voudrez qu'ils fassent sur votre page web. Donc typiquement, si vous avez un site e-commerce, ce que vous voudrez qu'ils fassent, c'est qu'ils cliquent sur un article, qu'ils l'ajoutent dans leur panier et qu'ils cliquent sur le bouton acheter. Donc il faut savoir que plus votre page web se chargera rapidement, mieux le taux de conversion sera. Donc ici, on peut le voir, c'est une étude qui a été menée. Donc en moyenne, pour une page qui se charge en 2,4 secondes, il faut savoir que c'est quand même assez rapide, il y a 1,9% des utilisateurs qui iront jusqu'au bout de l'action que vous voudrez qu'ils fassent. Et donc vous voyez que ça se dégrade de plus en plus. Plus votre appli sera longue à charger, moins il y aura de taux de conversion. Rien que si votre page prend plus de 5,7 secondes à charger, il n'y aura que 0,6% des utilisateurs qui feront cette action. Donc les web performance, ça englobe différents indicateurs. Je vais vous en montrer 6. Donc le premier, ça sera le LCP ou Largest Contentful Paint. Le deuxième, le CLS ou Cumulative Layout Shift. Le troisième, l'INP, l'Interaction to Next Paint. Le quatrième, le TTFB, le Time to First Byte. Le cinquième, le FCP, le First Contentful Paint. Et le TBT pour finir, le Total Blocking Time. Donc il faut savoir que dans ces 6 indicateurs-là, les 3 premiers, le LCP, le CLS et l'INP, font partie des Core Web Vitals. Donc ça, en gros, ça va être les 3 indicateurs les plus importants auxquels vous devrez faire le plus attention. En gros, Google, ils utilisent surtout ceux-là. C'est ceux-là qu'ils vont utiliser pour faire leur ranking principalement. Donc le Largest Contentful Paint, à quoi ça correspond?
Ça va correspondre en gros au temps qui sera écoulé entre le tout début du chargement de la page, donc le moment où votre utilisateur veut accéder à votre page, et l'affichage du plus grand bloc qui sera affiché dans votre viewport. Donc ça pourra être un bloc de texte ou une image. Faut savoir que si cet indicateur-là est supérieur à 2,5 secondes, c'est qu'il va falloir l'améliorer. Et si c'est en dessous des 2,5, c'est très bien. Donc un exemple pour comprendre à quoi ça correspond. Donc ici, par exemple, on a le chargement d'une page de LinkedIn. Donc il faut savoir que le LCP, il va évoluer tout au long du temps de chargement de votre page. Donc il va chercher à déterminer quel est l'élément le plus grand. Donc au début, forcément, vu que toute votre page ne va pas se charger d'un coup, et ben ici vous aurez les stories qui seront déterminées comme élément le plus grand ou le menu. Ensuite, il y a un post qui va se charger, donc il va voir que c'est ce qui va prendre plus de place. Donc pour lui, ce sera lui le LCP à ce moment-là. Et là, à la fin, il se rend compte qu'il y a une image qui apparaît. Et donc, c'est elle qui sera considérée comme élément LCP sur votre page. Donc, si cette image-là, elle met moins de 2,5 secondes à se charger, et ben, vous êtes tout bon. Si c'est plus, faudra améliorer tout ça. Donc, on verra tout à l'heure comment y remédier. Le deuxième indicateur, le Cumulative Layout Shift. Donc ça, donc là, on n'a pas de millisecondes ou quoi que ce soit. Ça, c'est un score donc, qui a été déterminé par Google. Donc, c'est un score cumulé en gros de tous les décalages de mise en page qui vont se produire durant le chargement de la page. Donc, pour vous illustrer ça, j'ai enregistré une vidéo de notre site maxds.fr en vue mobile. Et donc là, vous allez voir ce que ça donne un CLS qui est pas dingue. Faut savoir que sur version desktop, on s'en sort plutôt bien, je veux dire. Sur mobile, voilà, il y a quelque chose. Donc là, on va voir qu'il y a quand même. Alors déjà, ça prend pas mal de temps à se charger, hein. Ça a été fait sous une connexion 3G. Déjà, on a deux vidéos. On a deux vidéos. On a deux fois la même vidéo qui se charge dans notre page. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros, tout au long du chargement, il y a eu le menu qui était d'abord là, qui ensuite arrive là, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de décalage. Et ça, forcément, les web performances, le CLS, c'est pas dingue, quoi. Il a été aplati, en fait. Pour vous illustrer autrement, on a cet exemple-là. Oups. Mince. Si je prends mon curseur. Voilà, donc ici, en gros, on a un utilisateur qui va donc a sélectionné 56 éléments. Il a soit le choix de les acheter ou d'annuler. Donc là, l'utilisateur, il va vouloir annuler. Sauf qu'il y a un truc qui va se passer. C'est que, oh, ah bah merde. Là, pile au moment où il voulait annuler, en fait, tu as une pop-up ou une pub qui est apparue et qu'en fait, il a cliqué sur acheter. Et donc ça, c'est le truc qui frustre tout le monde sur Internet. Et donc, c'est le genre de truc qui a un impact sur l'indicateur du CLS. On verra aussi tout à l'heure comment y remédier. Ouais, sur les pubs, c'est majoritairement les pubs qui font ce genre de truc, hein. Le troisième indicateur, on a l'interaction ToonExPaint. Ça, c'est un indicateur qui est un peu plus compliqué à déterminer que les autres. En gros, ça va représenter la latence de chacune des actions de l'utilisateur sur votre page web. Donc par exemple, s'il clique sur un élément, combien de temps ça va mettre pour que l'action, pour que le rendu sur votre page se fasse, quoi. S'il écrit dans un input, combien de temps ça va mettre pour que votre liste filtrée se rafraîchisse, tout ça. Donc, un exemple ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Typiquement, ici, on a un cas d'INP qui est vraiment pas ouf, quoi. On a du délai, on a un gros délai lors du clic sur l'accordéon. Donc on verra aussi tout à l'heure comment corriger tout ça.
Le time to first byte, ça c'est un indicateur qui est aussi, enfin qui est englobé en fait dans le LCP dont je vous ai parlé plus tôt. En gros, c'est le temps nécessaire au réseau pour répondre à une requête utilisateur avec le premier octet d'une ressource. Donc en gros, c'est le temps que le réseau va mettre pour vous renvoyer le premier octet de votre document HTML. Voilà. Donc là, ça c'est typiquement le type d'indicateur où côté front, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Mais il y a des astuces pour l'améliorer. Le FCP, le First Contentful Paint, lui, contrairement au LCP, ça va être le temps écoulé entre le début du chargement de la page et l'affichage d'une partie de son contenu à l'écran. Donc ça peut être le tout premier bloc de texte, une icône, peu importe. Toute première chose qui s'affiche. Donc si on est en dessous de 1,8 secondes, c'est très bien. Et le dernier, le Total Blocking Time. Donc ça, c'est en gros, ça représente tout ce qui est interaction, enfin, le temps que votre page va mettre à être interactive. On peut aussi le comparer au Time to Interactive, mais je crois que maintenant, c'est surtout celui-ci qui est utilisé à la place. En gros, il est calculé, donc ça va être le temps total entre le temps de votre FCP, enfin le moment où vous avez eu votre FCP et le Time to Interactive. En gros, durant ce moment-là, votre thread, votre main thread, il va être bloqué en fait un certain temps. Et donc plus il sera court ce temps, mieux ça sera. En général, c'est mieux si c'est inférieur à 200 millisecondes. Et donc tous ces indicateurs-là, eh ben, comment on va savoir, comment on va les déterminer? Comment on va les calculer? Eh ben, on va pouvoir utiliser différents outils. Le premier, le plus connu, celui que vous connaissez sans doute tous, c'est Google Lighthouse. Donc je vais vous faire une petite démo en allant sur le site Wikipédia de la page Star Wars. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les DevTools. Je vais aller, donc les Lighthouse, vous l'avez, je suis pas sûr qu'il soit présent sur Firefox, je sais plus, peut-être par le biais d'une extension. En tout cas, il est présent par défaut sur Edge et Chrome, qui sont tous les deux une surcouche de Chromium. Hop, donc là, on le voit ici. Alors, donc on a différentes options pour générer notre rapport Lighthouse. Donc on peut sélectionner le mode. Bon, ici, on va prendre celui par défaut de navigation. On peut dire si on veut le faire sur mobile ou desktop. On va le faire sur desktop. Et on peut choisir les catégories qu'on va vouloir analyser. Donc on a la performance, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO. Donc là, on va lancer une analyse. J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Normalement, ça devrait aller. Tout le temps les derniers pourcentages qui sont les plus longs. Allez, vous avez des petits messages en attendant que vous pouvez lire si vous voulez pour améliorer votre culture. Ça charge, ouais. On y est presque, on y est presque. Allez. Allez, 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 on y est presque. On y est presque. Ah, voilà. Bon, bah forcément, hein, vous vous y attendez tous. Wikipédia, c'est un bon élève. 99 en performance, on peut dire qu'il est très bon. Donc ici, là, vous voyez qu'on retrouve un peu tous les scores dont on a parlé, le CLS, le FCP, le LCP, le TBT. On a aussi le SI, là, le Speed Index. Ça, je vous en ai pas trop parlé, parce que j'ai pas trop réussi à comprendre comment il était calculé. Mais on peut voir qu'il en manque un également, dont je vous ai parlé, qui faisait partie des Core Web Vitals, c'est le l'INP. Là, on ne le voit pas ici. Et bien, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Donc ici, on a une timeline du chargement de la page. Là, on voit qu'il s'en sort plutôt bien, hein. Il y a très peu de décalage. On voit qu'il n'y a pas de problème de CLS. Et il y a aussi un diagnostic qui a été fait pour nous aider à résoudre les différents petits problèmes qui ont été diagnostiqués. Ils peuvent nous aider. Là, par exemple, il nous dit
toutes les images qui ne sont pas présentes dans le viewport principal de votre page, vous pouvez les charger plus tard. Elles n'ont pas besoin d'être chargées en priorité. Il vous donne plein de petites astuces sur les différents moyens de corriger tout ça. Et donc pourquoi on ne voit pas l'INP? En fait, l'INP, lui, c'est un indicateur qui va être calculé en fonction des usages de vos utilisateurs. En gros, il faudra qu'il y ait un certain nombre d'utilisations de votre page web pour pouvoir le calculer. Et donc pour le voir, on peut aller sur un autre outil qui s'appelle PageSpeed Insight, qui est un autre outil de Google. Donc là, pour vous épargner le temps de chargement du rapport, j'en avais fait un déjà avant. Et donc là, ici, on voit qu'on a les Core Web Vitals directement avec l'INP. En gros, ça, c'est ce qu'on appelle des données du terrain. Donc, vu que ça correspond à des données de vos vrais utilisateurs, avec donc sur une période de collecte de 28 jours, donc sur plein de devices différents, sur aussi plein de connexions différentes, pour des durées de visite complètes. En gros, ça va vous faire un peu une moyenne de tous les usages de vos utilisateurs. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Ça permet d'avoir une vraie vision sur ce que vos utilisateurs expérimentent vraiment. Et sinon, en dessous, vous retrouvez exactement la même chose que dans Google Lighthouse. Un troisième outil que j'aime beaucoup, c'est Web Page Test. Ça, je sais qu'il est utilisé chez Hellowork. Je l'utilisais là-bas. Donc, ce site-là, ce que je trouve de bien, donc là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que ça prend un peu de temps, mais on peut aussi sélectionner, donc en plus de pouvoir sélectionner mobile ou desktop, ou connexion 3G, lente, etc., on peut aussi sélectionner où est présent le serveur. Donc, s'il est présent aux États-Unis, en Allemagne, etc. Ça permet d'avoir des rapports plus précis en fonction d'où sont vos serveurs. Et donc là, toujours sur la page Wikipédia de Star Wars, on a notre rapport avec les mêmes indicateurs, avec ici la timeline de chargement, et on voit qu'il y a eu aussi plusieurs runs qui ont été faits en parallèle pour avoir une moyenne de générer à la fin. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous génère en fait un diagramme de tout le chargement de nos ressources. Et ça va pouvoir un peu permettre d'identifier plus facilement les bottlenecks que vous aurez dans le chargement de votre page web. On voit qu'ils s'en sortent très bien, ils chargent leurs ressources en parallèle. Ils sont exemplaires. Et donc par exemple, quelque chose qu'on peut faire si on a envie par exemple, de pouvoir identifier, on va dire, le LCP par exemple. Ici, je vais aller dans les Web Vitals. Et donc là, on peut voir si on veut en film strip. Donc là, on va avoir en fait une timeline de tout le chargement de votre page. Et on peut en fait identifier comment il arrive à calculer l'élément LCP tout au long du chargement de votre page. Donc là, par exemple, au début, les premiers éléments qui vont être affichés, c'est ça. Et donc, il détermine que l'élément le plus grand, c'est ce petit bloc de texte ici. Et ensuite, il y a tout qui se charge d'un coup avec Wikipédia, donc on peut un peu moins voir l'évolution. Mais en gros, directement après, l'élément LCP, ça sera ce bloc de texte-là qui sera le plus gros élément de votre viewport. Voilà pour ça. Et le dernier outil que j'ai découvert en préparant ce talk, c'est Unlighthouse. En gros, derrière, ça utilise, vous vous en doutez, Lighthouse. Et en gros, cet outil, ce qu'il va faire, bon là, c'est une page de démo, ça n'a pas été fait sur le site de Wikipédia. Ça a été fait sur le site de Lighthouse directement. Et en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va crawler toutes les pages de votre site web
et ça va générer un rapport sur toutes les pages directement. Voilà, bon, je vais avancer parce que j'ai encore pas mal de choses à dire. Tac, et donc là, la question que vous pouvez vous poser, c'est lequel je dois utiliser du coup. Et vous pouvez tous les tester en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin d'avoir un petit rapport rapidement, vous pouvez utiliser Lighthouse. Si vous voulez des rapports plus complets, Web Page Test, c'est vous qui voyez. Donc là, on va voir comment optimiser le LCP. Donc ici, on a un exemple typique d'une timeline de chargement d'un site web en cascade. Donc on a d'abord le chargement du document HTML, ici en bleu. Ensuite, une fois que votre document est chargé, ça va télécharger vos feuilles de style. Ensuite, la feuille de style, elle va dire « Ah tiens, j'ai une image à afficher. » Et du coup, je vais commencer à la télécharger. Ensuite, il y a du JS qui est chargé. Et lui, ce petit bout de JS là, c'est lui qui va décider ou non d'afficher ou pas l'image. C'est pour ça que le LCP, il est à ce moment-là, parce que c'est ce petit bout de JavaScript là qui va décider d'afficher l'image. Donc d'ici et ici, on a le time to first byte. Donc comme je vous ai parlé avant, c'est le temps qui va être calculé jusqu'à ce que vous receviez le premier octet de votre document HTML. Ici, le resource load delay, ça va être le temps nécessaire avant que le navigateur ait conscience qu'il doit télécharger la ressource LCP, donc qui va être une image dans notre cas. Ensuite, vous avez le resource load duration qui va être le temps que votre ressource en elle-même va être à charger. Et ensuite, l'element render delay, c'est le temps, une fois que votre image est complètement chargée, enfin le temps que ça va mettre à ce qu'elle soit affichée dans votre page. Donc une première chose qu'on peut se dire, qu'on pourrait optimiser déjà, ça serait d'essayer de réduire la taille de l'image. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va pouvoir choisir un bon format d'image. Donc il faut savoir que sur le web, si vous n'avez pas besoin de faire attention aux utilisateurs sur Siri 11, si vous n'en avez pas, ou très peu, directement ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le format WebP, qui sera le plus optimisé, le plus léger. Et sinon, en fonction de si vous avez une image transparente ou non, si vous avez besoin d'un fond transparent, vous utilisez du PNG, sinon vous pouvez utiliser du JPEG. Pour tout ce qui est animation, faut complètement éviter d'utiliser des GIFs, c'est beaucoup trop lourd. On va plutôt vouloir privilégier des vidéos au format WebM. Et pour compresser les images, il y a plein d'outils sur le marché qui existent. On a Fastly, on a des outils comme comme le plugin Vite Image Optimizer dans Vite. On a un outil de Google là, qui s'appelle ImageMin. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et donc une fois qu'on a optimisé notre image, donc on voit bien qu'elle prend un peu moins de temps à être chargée, mais le souci c'est qu'on remarque toujours que notre LCP, il est toujours au même endroit, parce que en fait c'est toujours le JS qui décide de l'afficher à ce moment-là. Un autre axe d'amélioration qu'on peut voir, c'est on pourrait pas se dire, attends, l'image là on pourrait pas la charger plus tôt en fait. Et oui. Donc pour ce faire, on a juste en fait, donc entre les balises head de notre document HTML, on va juste rajouter une balise link avec un attribut rel égale preload. On va dire qu'on veut qu'il charge notre image avec une fetch priority high. Donc c'est la ressource prioritaire à charger, quoi. On lui dit que c'est une image, on lui donne le lien vers notre image, et puis voilà. Et donc là, du coup, notre image, elle sera chargée en même temps que le reste de nos ressources, ici, nos feuilles de style, dans ce cas-là. Là, on a toujours le cas de notre souci où en fait le LCP il est toujours au même endroit, c'est toujours le JavaScript qui nous fait chier, voilà, et qui décide de l'afficher au dernier moment. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire,
Pour éliminer ce temps de rendu, eh ben, on va pouvoir faire du SSR, en fait, du server-side rendering, pour pas que ça soit le JS en fait, qui décide d'afficher notre image à ce moment-là. Le souci, c'est que si on a toujours notre feuille de style qui est un peu trop lourde, c'est souvent le cas, et ben, ce qu'on peut faire, c'est soit donc on peut inliner la feuille de style directement dans le document HTML. On peut bien sûr réduire sinon la taille de la feuille de style. On peut carrément supprimer le CSS inutilisé. Il y a des outils pour nous aider à ça. On peut charger plus tard tout le CSS qui n'est pas nécessaire à l'affichage du du viewport de votre page. Et bien sûr, minifier et compresser votre CSS. Une autre chose qu'on peut faire pour optimiser le LCP, comme vous avez pu le voir, le time to first byte ici, ça représente quand même une bonne partie de notre LCP. Et donc pour l'optimiser, cet indicateur-là, côté front-end, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc ce qu'on va pouvoir faire plutôt, c'est en fait tout simplement utiliser un CDN. Donc un CDN, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est un genre de centre de données qui va être réparti partout dans le monde, au plus proche de vos utilisateurs en fait. Comme ça, à chaque fois que votre utilisateur il fera une requête, ça passera par le CDN plutôt que d'aller jusqu'au serveur. En fait, le CDN, lui, il va faire une copie en local sur sa machine pour pas que ça aille jusqu'au bout et que ça prenne à chaque fois 1 ou 2 secondes à vous répondre. Donc des CDN très connus, on a Cloudflare pour AWS, on a Akamai, on a Fastly, on a tout ça. Donc voilà pour le LCP. Maintenant, on va voir comment optimiser le CLS. Donc les causes les plus communes qu'on a pour des mauvaises performances sur le CLS, on a des images compas de dimension, on a des annonces, des pubs, tout ça qui sont chargées tardivement et qui apparaissent à des moments inattendus. Et on a aussi le chargement des polices web qui peuvent créer des petits décalages. Voilà. Donc là, pour vous illustrer un cas de chargement d'une page avec des images sans dimension, ça donne ça. Là, ici, vous avez page. Et là, d'un coup, boum, dès que vos images sont chargées, ça décale tout. Et ça, c'est pas bon. Et donc, la même chose avec un espace réservé pour la taille de vos images. Forcément, c'est beaucoup mieux, vous n'avez pas de décalage. Donc, pour parvenir à ça, c'est tout simple. Hein. Sur votre balise image, vous mettez des attributs with 8. C'est magique. Et si vous avez besoin, souvent c'est ce qui arrive, hein, d'avoir des images responsives en fonction de la largeur de votre écran, et vous pouvez utiliser une balise picture avec différentes sources dedans, correspondant à la largeur de votre viewport. Et vous définissez pareil la largeur et la hauteur de vos images. Donc pour ce qui est des pubs, typiquement le genre de cas qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure. Donc forcément, quand vous allez avoir, si votre page ressemble à ça au début et qu'il y a une pub qui apparaît d'un coup, ça va causer un layout shift. C'est pas dingue. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de prévoir un placeholder à l'endroit où votre pub sera affichée avec une min 8. Et puis là, normalement, vous n'aurez plus de soucis. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement afficher la pub en dehors de votre viewport. Donc, qu'elle commence à s'afficher une fois que l'utilisateur aura scrollé sur votre page. Donc, typiquement, une bonne façon de faire, en fait, tout simplement, c'est de ne pas insérer du contenu sans interaction utilisateur. Et donc, dernière chose, c'est optimiser les polices web. Donc, ce que vous pouvez faire lors de votre chargement de votre police dans votre fichier CSS, lors de l'utilisation de votre police, c'est de rajouter un fond de display optional. Ça,
ça va dire à votre navigateur en gros, si jamais votre police n'a pas été chargée à temps avant que votre document HTML soit chargé, ben, le fait de mettre optional, ben, en gros, ça ne va pas la mettre. On va considérer que c'est OK, même si vous n'avez pas la police que vous voulez. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est préciser un fallback. Donc ici, imaginons que Google Sens, ce soit la police qu'on veut afficher sur notre page. Et ben, si jamais elle n'a pas eu le temps d'être chargée, on va vouloir dire qu'on veut du sans sérif à la place, qui est une police qui est déjà présente dans le navigateur et qui correspond plus ou moins à la police Google 100. Qu'en gros, il n'y aura pas trop de décalage entre les deux. Sinon, il y a des nouvelles propriétés CSS qui existent depuis pas longtemps qui permettent de gérer la taille de vos polices de façon plus précise. Bon, je ne vais pas vous les énoncer. Et sinon, la dernière chose, enfin la meilleure chose à faire, ça va être de précharger votre police. Donc pareil, comme pour le chargement de la ressource LCP. Bah là, vous pouvez rajouter un preload sur le chargement de votre police, lui dire que c'est prioritaire. Et comme ça, il saura qu'il commencera à la charger avant même qu'il aura conscience qu'il devra l'utiliser. Donc voilà pour l'optimisation du CLS. Pour optimiser l'interaction to next paint, là je vais vous faire une petite démo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est une petite appli. Je vais la run directement. Hop, donc c'est juste un bouton qui incrémente un compteur au clic. Là, attention, hein. Attention, c'est costaud. Le souci, c'est que quand je clique sur ce bouton-là, eh ben, je vais lancer 3 fonctions. Sauf que ces fonctions, qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles incrémentent chacune un compteur 200 millions de fois. Donc, bah, c'est plutôt assez coûteux. Et donc, le souci, c'est que si on appelle... Donc là, ce que je fais, c'est que j'appelle ces 3 fonctions à la suite. Et ensuite, j'appelle ma fonction increaseCount qui va incrémenter le compteur dans ma page. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer mes DevTools. Je vais aller dans l'onglet Performance. Je vais lancer le record. Puis là, j'appuie 3 fois. Bon, là, vous pouvez voir, faites-moi confiance. Le bouton 3, là, il a mis un peu de temps à s'afficher. Normalement, ça aurait dû être plus instantané que ça. Et donc là, si je me focus sur... Ouais, c'est vrai que c'est un peu serré. Hop. Tac. Donc ici, on a une visualisation de notre main thread. Donc là, en gros, on voit les 3 tâches. On arrive à identifier assez facilement les 3 tâches principales qui ont été exécutées. Donc ça correspond en gros aux 3 actions que j'ai faites, les 3 clics. Et bah là, on peut voir directement que, vu que c'est barré en rouge ici, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est trop long. Et on peut voir, donc ici, là, j'ai commencé à cliquer, sauf que le moment où ça a commencé à être mis à jour, à 2, bah là, il y a combien? Il y a 1 seconde presque qui s'est écoulée. Donc bah, c'est vraiment pas bon. On peut voir que si je fais un CTRL F ici, que je cherche commit. Commit, en gros, c'est le moment où votre page va être, où le paint, le rendu de votre page va être fait dans votre navigateur. Donc là, on peut voir que le commit s'est fait ici. Alors que normalement, on aimerait qu'il soit fait directement ici au moment où on a cliqué, quoi. Et donc, pour pouvoir faire ça, eh ben, il y a une petite astuce. C'est de wrapper nos tâches dans... Donc là, j'ai créé des petites fonctions pour ça. Et en gros, cette fonction-là, elle va permettre de wrapper nos tâches dans un set timeout. Et en gros, le set timeout, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait déférer votre tâche. En gros, il va faire ce qu'on appelle du yield. En gros, il va dire votre tâche, il faudra qu'elle soit exécutée plus tard dans votre main thread pour pas qu'elle bloque toutes les actions de rendu. Et donc là, si j'enregistre et que je fais la même action, je vais reload.
je clique 3 fois. Là, c'était beaucoup plus instantané. Si je zoome sur mes actions, donc là déjà, on voit que toutes mes tâches ont été décomposées en 3 tâches plus petites. Donc avant, chacune de mes tâches prenait 240 millisecondes. Là, ça a été décomposé en tâches de 80 millisecondes. Et on peut voir que si je recherche le commit, et ben là, il s'est fait directement au début. Donc il n'a pas attendu que votre tâche soit finie avant de faire le nouveau rendu sur votre page. Ça permet d'améliorer en fait l'expérience de l'utilisateur. Directement, il a le rendu de l'action qu'il voulait faire. Voilà pour ça. Sinon, pour optimiser le LINP, ce qu'on peut faire, c'est donc pour tout ce qui est animation, il faudra privilégier le CSS plutôt que le JS. En gros, les animations CSS, elles vont avoir l'avantage de s'exécuter sur un thread différent. Elles ne vont pas bloquer le main thread. Vous pouvez avoir comme bonne pratique d'ajouter du debound sur tous les événements qui vont être très récurrents. Donc typiquement, si vous écrivez dans un champ, vous ne voulez pas qu'à chaque fois que vous tapez sur un caractère, ça déclenche une requête à votre back ou que ça fasse un filtre, etc. Vous voulez plutôt mettre un timeout. Par exemple, je ne sais pas, si votre utilisateur n'a pas tapé de caractère pendant 300 millisecondes, et ben c'est à ce moment-là que vous allez déclencher la requête. Quelque chose qu'il faut faire sinon, une bonne pratique, c'est de réduire la taille du DOM. On va éviter d'insérer plein de divs comme l'exemple d'Alexis qu'on avait juste avant. Ça, on ne veut pas le faire. Donc on va vouloir aussi éviter d'inliner les SVG parce que ça va rajouter plein de nœuds dans votre DOM. Donc pour vous montrer un exemple, ici, je vais rajouter un petit bout de code qui va insérer 200 000 divs dans notre document HTML. Et puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Vous allez voir que c'est pas vraiment dingue. Voilà, déjà, on voit que il prend un peu plus de temps à processer la page. Et donc là, j'enregistre profiling, je clique 3 fois. 4 fois. Et ben là, vous pouvez voir, il y a des choses qui sont apparues là en vert. Là. Et ben, tout ce qui est vert, c'est ce qui correspond au paint, donc au rendu de votre page. Et donc forcément, vu qu'il y a beaucoup plus de nœuds dans votre page, et cette phase de paint là, elle va prendre beaucoup plus de temps à se faire. Donc là, vous comprenez tout de suite qu'avoir un DOM plus léger impactera forcément la performance de votre appli. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez des tâches qui sont assez complexes, qui peuvent prendre plusieurs secondes à s'exécuter, c'est de les déplacer dans des web workers pour libérer en fait le main thread et de gérer ça de façon asynchrone. Voilà, sinon d'autres axes d'amélioration qui ne sont pas forcément liés à des indicateurs précis. Donc pour optimiser toutes vos requêtes, vous pourrez passer sur du HTTP2 ou du HTTP3 avec du TLS 1.3. Donc là, l'avantage que vous aurez, c'est que le handshake, en gros le temps pour dire qu'il se connecte, je sais plus, qui fait la connexion DNS ou j'en sais rien, ça va être beaucoup plus rapide d'utiliser un CDN. Sinon, bon, c'est souvent fait par défaut, hein, mais activer la compression, de préférence en Brotli. Si ce n'est pas supporté par votre navigateur, sinon du zip. Une bonne pratique aussi, donc ça c'est plus pour l'expérience de votre utilisateur, c'est de prefetch les ressources quand il survole en fait un lien dans votre page. En gros, l'avantage de ça, c'est que au moment où il va cliquer sur ce lien-là, toutes les ressources de la page seront déjà chargées. L'inconvénient que vous pouvez avoir en faisant ça, c'est le coût que ça va avoir sur votre infrastructure. Forcément, si vous avez, je sais pas, des millions d'utilisateurs, si tous ils se mettent à survoler tous les liens de votre page, voilà, ça va faire plein de requêtes pour rien.
Donc il y a des moyens de gérer ça en rajoutant des codes 429 si jamais il y a trop de requests qui ont été faites par le même utilisateur. Voilà. Et sinon, dans le cas d'une SPA, vous pouvez bien sûr lazy loader les composants pour ne pas charger tout le JavaScript de votre application. Bon là, si j'avais le temps, je vous aurais fait une étude de cas d'un site qui n'est pas très beau, mais qui fonctionne du feu de Dieu. Je vous aurais montré toutes les petites astuces qu'ils ont pour optimiser le chargement de leur page. Mais j'ai pas le temps, dommage. Globalement, ce qu'ils font, hein, c'est ils préloadent toutes leurs ressources, ils chargent juste le CSS critique dans leur document HTML, ils utilisent des sprites pour charger toutes leurs images. Alors c'est quelque chose qui n'est plus vraiment nécessaire, vu que maintenant on a du HTTP2, donc on peut charger toutes nos images en parallèle. Et ils stockent aussi leurs documents HTML dans un service worker, donc ce qui fait que la deuxième fois on va accéder à cette page-là, plutôt que de taper le serveur, ça va aller taper le document HTML dans le service worker directement. Donc, au lieu que ça prenne, je sais pas, 50 millisecondes à nous répondre, ça va être quasi instantané. Et aussi, eux, ce qu'ils font pour limiter le CLS, toutes les petites images là, ils leur mettent, comme je vous ai dit avant, des dimensions pour pas que ça bouge dans tous les sens. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a le temps pour des questions? 2 minutes. J'ai une question sur le point de display dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit que c'était optionnel. Est-ce que ça veut dire qu'il affiche une première police, le temps d'en charger une autre et Ouais. qu'il y a du clignotement en fait Non, en gros, c'est surtout, non, il n'y aura pas justement en mettant ça, il n'y aura pas de clignotement. Le but, c'est que si jamais donc, la police, toi, que tu préférais qu'il soit affiché dans ta page, n'a pas eu le temps d'être chargé avant que ton texte s'affiche, et vu que tu as mis qu'elle est optionnelle, en gros, il va pas te l'afficher. Il va afficher la fonte par défaut, ou la fonte que tu as mis en fallback à la place, pour pas justement que tu aies un changement de CLS, quoi, de layout. Voilà. Ouais. Moi, j'ai vu en faisant ma conf, je suis tombé sur un GIF qui n'était pas un GIF, qui était un WebP. Moi, je pensais que les animations, c'était des WebM. Et Ouais. l'image, c'était le WebP. Mais en fait, je pense que WebM, c'est vraiment de la vidéo. Et la WebP, Ouais, ça ou peut tu peux. aussi bien être des images que des GIFs. Du coup, mais donc, t'as un enchaînement. Ah ouais, si tu veux vraiment mettre une image animée, quoi. Ouais, ça, je t'avoue que je sais pas. Je savais pas qu'on pouvait faire des images animées en WebP. Ok. Ouais. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que le GIF, en fait, c'est hyper lourd. Oui. Ah bah carrément. La vidéo du même GIF, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bon, je vous ai pas parlé des frameworks. Globalement, les frameworks, il n'y a pas de grosse différence tant que vous faites du SSR avec vos frameworks préférés, donc que ça soit en utilisant Next, Nuxt, Astro, tout ce que vous voulez. Vous n'aurez pas une grosse différence du chargement de votre page principale. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Voilà, c'était tout. Merci à vous.